Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Cédric Legrand, directeur de la FKCCI, la Chambre de commerce et d'industrie française en Corée. Je vous remercie pour votre participation à ce nouveau webinaire intitulé Dispositifs numériques et liberté publique, l'exemple de la Corée. Nous allons aujourd'hui échanger sur la place du numérique dans la gestion de la crise en Corée, sur la plateforme Covid-19 Smart Management System mise en place par les pouvoirs publics coréens, et en particulier sur ses enjeux vis-à-vis de l'efficacité sanitaire et du respect des libertés publiques. Au cours de ce webinaire, les intervenants s'exprimeront soit en français, soit en coréen. Par défaut, vous entendrez la langue dans laquelle les intervenants s'expriment. Dans l'hypothèse où vous ne seriez pas bilingue français et coréen, nous avons mis en place une traduction simultanée. Ainsi, si vous souhaitez écouter ce webinaire dans une seule langue, en français ou en coréen, vous devez sélectionner la langue de votre choix dans le menu langue situé en bas de l'écran. Je vais maintenant faire une petite parenthèse en coréen pour inviter les non-francophones à activer la traduction en coréen. 안녕하세요. 이번 웹비나는 프랑스어 또는 한국어로 진행될 것입니다. 연사들이 사용하는 언어로 기본 설정이 되어 있습니다. 프랑스어나 한국어로 동시 통역을 누르시려면 화면 아래에 있는 메뉴 언어를 설정해 주시기 바랍니다. Au cours de ce webinaire, vos micros et caméras seront désactivés. Tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions par écrit aux intervenants dans l'interface de questions-réponses. Les réponses à vos questions seront apportées lors de la session de Q&A à la fin de toutes les présentations. Si vous rencontrez des difficultés, notamment en ce qui concerne la traduction simultanée, vous pouvez nous solliciter à travers le chat de l'application Zoom. L'équipe de la FKCCI restera à votre disposition tout au long de ce webinaire. Pour traiter le sujet du jour, nous avons le plaisir d'accueillir M. David-Pierre Jalicon, président de la FKCCI et PDG de DPG & Partners Architecture, Son Excellence M. Philippe Lefort, ambassadeur de France en Corée, Son Excellence M. Choi Jong-moon, ambassadeur de Corée en France, M. Yi Ik-jin, directeur en charge du Covid-19 Smart Management System au ministère de l'Aménagement du Territoire, des Infrastructures et des Transports. M. Lee remplace le vice-ministre de l'Aménagement du Territoire, des Infrastructures et des Transports, qui n'a malheureusement pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Nous continuerons avec M. Philippe Lee, président honoraire de la FKCCI et avocat chez Kim Chang. M. Park Yong-jun, directeur en charge du Covid-19 Smart Management System à KCDC, l'Agence nationale de contrôle et de prévention des maladies. M. Olivier Moreau, vice-président de la FKCCI et CEO et cofondateur d'Asiance. M. Byun Yong-byun, vice-président intelligence artificielle et big data chez l'opérateur de téléphonie mobile KT. Je vous propose de commencer notre session avec M. David-Pierre Jalicon, président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-coréenne. Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de la Chambre de commerce et d'industrie franco-coréenne consacré à la gestion de la crise du Covid-19 par la Corée du Sud. Si notre premier webinaire, qui a réuni au total entre le direct et le replay plus de 1600 personnes, passait en revue la gestion coréenne dans sa globalité, nous allons cette fois-ci nous concentrer sur les dispositifs numériques mis en place par la Corée. À l'heure où celle-ci ne compte plus que quelques cas déclarés par jour, la France, comme beaucoup de pays, reste très impactée, avec un lourd bilan. Et nous avons bien entendu une pensée pour tous ceux qui sont en souffrance. Toutefois, avec des chiffres encourageants depuis quelques jours, la France prépare son déconfinement annoncé pour le 11 mai et dans lequel ces nouvelles technologies, en particulier de traçage, devraient être associées avec notamment l'application numérique Stop Covid en cours de développement. Ce sujet fait débat en France et c'est d'ailleurs aujourd'hui même que le plan du gouvernement est présenté à l'Assemblée nationale. Il nous a donc semblé utile de pouvoir donner à travers de multiples interventions un retour d'expérience le plus pertinent et complet possible sur la situation en Corée, tout en essayant également de rétablir quelques vérités sur l'usage qu'il est fait ici de ces outils. Il est bien évident que tout n'est pas transposable et qu'il nous faut prendre en compte les contextes et les cultures de chaque pays. Mais l'argument qui tend à laisser croire que la Corée ne serait pas démocratique pour justifier la réponse positive du peuple coréen au dispositif de traçage numérique ne tient pas. En effet, celui-ci se fait dans un cadre légal et transparent. Et c'est bien plus dans la grande agilité des Coréens vis-à-vis de ces technologies qui leur sont très familières et qu'ils appréhendent donc différemment de nous qu'il faut chercher les raisons de ce succès. Je vais maintenant laisser la parole à tous nos intervenants pour développer ces sujets
et je tiens à les en remercier, notamment nos ambassadeurs de France et de Corée, M. Philippe Lefort et M. Chae Jong-moon, les directeurs M. Lee Ik-jin et M. Park Yong-joon, respectivement du MOLIT et du KCDC, et le vice-président M. Byung Young-gyun de la société KT, l'un des opérateurs principaux de téléphonie en Corée. Je n'oublie pas non plus nos deux administrateurs, M. Philippe Lee, à mes côtés, président d'honneur de la FKCC et avocat au cabinet Kim En-chang, et M. Olivier Mourou, vice-président de la FKCCI et cofondateur de l'agence digitale Asiance. Je voudrais enfin rappeler que la Chambre a monté une plateforme de fourniture de matériel sanitaire et médical à destination de la France que vous pourrez retrouver sur la page dédiée du site web de la Chambre. Nous continuons à l'enrichir de nouveaux produits et les premières commandes ont pu partir de Corée. Le rôle de la Chambre est de mettre en relation gracieusement des acheteurs français avec des fournisseurs coréens que nous avons sélectionnés. Pour tout besoin, n'hésitez donc pas à contacter nos équipes. Cette démarche s'inscrit dans les relations d'entraide et d'amitié entre nos deux pays à laquelle nous sommes tous très attachés. Merci encore de votre participation nombreuse à ce nouvellement de la FKCC, puisque nous sommes plus de 200 personnes actuellement connectées. Je vous souhaite à tous un bon webinaire et passe maintenant la parole à notre ambassadeur de France en Corée, M. Philippe Lefort. Merci encore. Merci, Monsieur Jalicon. Je suis Philippe Lefort, l'ambassadeur de France en Corée. Bien sûr, je souhaiterais à mon tour aussi saluer toutes les personnes présentes, à commencer par mon collègue et ami, Monsieur Chae Jong-moon, ambassadeur de Corée en France, Monsieur Park Yong-joon du KCDC, Monsieur Yin-jin, mais également tous les acteurs de la Chambre, Monsieur Pierre-David Jalicon, Monsieur Philippe Lee et Monsieur Olivier Mourou. Et les féliciter une nouvelle fois pour le professionnalisme et l'énergie, l'inventivité de la Chambre. C'est effectivement, comme vous l'avez dit, cher David Pierre, le deuxième webinaire que vous organisez. Le premier avait été un très grand succès. Si j'en juge par le nombre de participants qui s'affichent maintenant sur l'interface, nous sommes 197 et ce chiffre croît petit à petit pour cet échange très important sur cette fois-ci consacré au sujet majeur de l'usage du numérique pour lutter contre le Covid-19 dans le respect des libertés publiques. Je crois que vraiment que ces webinaires sont très utiles pour échanger sur l'expérience coréenne, qui est en effet très intéressante pour la France. De ce point de vue, je voudrais insister sur deux points de manière liminaire. Le premier, c'est que la Corée est une démocratie et un État de droit qui a réussi à faire un usage intelligent et agile des technologies, mais aussi respectueux des libertés publiques pour combattre le Covid-19. Cette approche est une réussite, puisque la Corée est parvenue à préserver pour l'essentiel la liberté de circulation de la population. Et c'est évidemment cela qui peut nous inspirer dans la réflexion en cours sur la sortie du confinement en France. Deuxièmement, et c'est un point important aussi, je crois, ce qui a guidé les Coréens, me semble-t-il, c'est une démarche fonctionnelle et non pas une approche d'emblée technologique. Les Coréens sont partis de l'objectif de reconstituer le parcours du virus au sein de la population et ont mobilisé à cette fin les technologies et les données disponibles. La capacité à retracer le parcours des patients infectés et des cas contacts est un élément important du dispositif, qui est à juste titre l'objet d'intérêt et de débat, mais ce n'est pas le seul élément qui fait l'efficacité de l'approche coréenne. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez voir mon PowerPoint. Le voici. Voilà. Donc, ce n'est pas le seul aspect de l'approche coréenne. Voyons. Voilà. Excusez-moi. Il y a d'abord, en effet, l'organisation du dispositif lui-même, qui s'est constitué en réponse assez largement à la crise du MERS en 2015, qui a servi en quelque sorte de point de départ pour la conception de l'organisation de réponse à la crise sanitaire, avec un état-major constitué auprès du Premier ministre, contrôlant une chaîne d'exécution et de commandement fondée sur les centres de santé des collectivités territoriales,
Cette organisation se décline pour ce qui concerne l'enquête épidémiologique qui nous intéresse aujourd'hui par la place centrale du KCDC. Et je voudrais aussi souligner que contrairement à ce qu'on a pu lire en France, les effectifs engagés dans les enquêtes épidémiologiques ne sont pas aussi importants qu'on pourrait le penser. Le KCDC pourra certainement le préciser, mais le chiffre que nous retenons ici est de l'ordre de 450 personnes en tout impliquées dans les enquêtes, 75 au niveau central, le reste étant constitué par les enquêteurs de terrain auprès des collectivités territoriales. Ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que les technologies employées sont en réalité assez banales. Elles sont d'abord et avant tout des outils au service des enquêtes épidémiologiques diligentés par le KCDC et les services de santé sur le terrain. Dans le cas des données de localisation demandées par le KCDC aux opérateurs de téléphonie mobile, par exemple, il s'agit des simples données de connexion au réseau des antennes relais, ce qu'on appelle le bornage. L'application d'autodiagnostic développée par le gouvernement sud-coréen fait-elle appel au GPS? Et je laisserai bien entendu Monsieur le vice-ministre Han et Monsieur le directeur Park donner des précisions sur ce qu'ils appellent le Smart Management System, qui permet d'accélérer la procédure dans une situation de lutte contre l'épidémie où, bien entendu, le temps est un facteur crucial. Par ailleurs, le dispositif de ciblage est strictement encadré par la loi. Maître Philippe Ly va détailler, je crois, cette question. Je souhaite donc, pour ma part, simplement relever à ce stade qu'il existe une loi spécifique pour la prévention et le contrôle des maladies infectieuses et que c'est elle qui encadre le dispositif et garantit la protection des données personnelles. Cette loi a été modifiée en 2015 avec l'expérience coréenne du MERS et à nouveau pendant la crise du Covid-19 dans le courant, je crois, du mois de mars. La diffusion publique et anonymisée des parcours des patients contaminés que nous avons pu tous constater, nous qui vivons en Corée, est en réalité une obligation pour les pouvoirs publics qui répondait à une très forte demande de transparence des citoyens coréens après la crise du MERS. Voilà donc les éléments essentiels, je crois, de l'expérience pour une gestion centralisée, ingénieuse, agile, répondant à une forte exigence du public et encadrée par la loi. L'expérience coréenne fait, comme vous le savez, l'objet de nombreux échanges entre nos pouvoirs publics et nos experts, engagés au plus haut niveau dès le 13 mars par une conversation téléphonique entre les deux chefs d'État, M. Macron et M. Moon. Ces discussions se poursuivent de façon quasi quotidienne jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de votre attention. Mon homologue à Paris, M. l'ambassadeur Choi Jong-moon, aura sans doute d'autres éléments à apporter à notre réflexion commune. Et je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Nous allons donc maintenant poursuivre avec son Excellence Monsieur Choi Jong-moon, ambassadeur de Corée en France. Monsieur l'ambassadeur s'exprimera en coréen. Donc, si vous souhaitez entendre la traduction simultanée en français, je vous rappelle que vous devez sélectionner la langue française dans le menu situé en bas de l'écran. Bonjour à tous, enchanté. Tout d'abord, je tiens à remercier M. David Pierre Jalicon, président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-coréenne, pour m'avoir invité à ce séminaire très important. Je salue chaleureusement toute l'équipe de la Chambre de commerce et d'industrie qui a travaillé à l'organisation de cet événement. Son Excellence ambassadeur Philippe Lefort, merci pour votre présentation détaillée. Maître Philippe Ly, président honoraire, M. Olivier Mohu, vice-président, M. Lee Jin, directeur du ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports, M. Park Young-jun de l'Agence nationale de contrôle de prévention des maladies, M. Byun Young-gun, vice-président de la société. Mesdames et messieurs, tout d'abord, je souhaite présenter mes profondes condoléances aux familles des victimes du Covid-19 de notre pays. J'exprime aussi mon sincère respect au personnel soignant qui se consacre en première ligne à la guerre contre le Covid-19. Malheureusement, en France, la situation reste toujours difficile.
Cependant, le nombre de patients en réanimation a diminué récemment, ce qui montre que la situation s'améliore peu à peu. Le Premier ministre Édouard Philippe, il va présenter ce soir les mesures concrètes pour le déconfinement progressif prévu le 11 mai. En débat et en vote au Parlement sur ces mesures ont également lieu aujourd'hui. J'ai cru comprendre que la stratégie française pour l'après 11 mai consiste en 3 éléments. Le dépistage massif, le porte-masque et le suivi numérique des contacts des personnes contaminées. Il me semble que le renforcement des moyens de dépistage et l'amélioration de la distribution des masques vont se réaliser sans difficulté. À présent, il reste à définir la méthode numérique pour le suivi des déplacements des personnes contaminées. Comme vous le savez, le gouvernement français met au point une application nommée Stop Covid. Les opinions variées sont exprimées en France au sujet de la protection des données personnelles. De nombreux médias français évoquent d'une manière très positive la lutte menée par les citoyens et le gouvernement coréen contre le coronavirus. Ils constituent notre ambassade pour en savoir davantage, notamment sur l'expérience coréenne dans le domaine du suivi des déplacements des personnes contaminées au coronavirus. Je réponds aux médias en mettant en lumière les 3 points suivants. Avant toute chose, je souligne que la politique coréenne partage des informations sur les déplacements des personnes confirmées, fonde très clairement sur les lois relatives à la prévention et à la gestion des maladies épidémiques. Je leur rappelle également que cette législation a fait l'objet de plusieurs modifications. Ces modifications ont été opérées sur la base de nombreuses consultations avec des experts de la santé publique ainsi qu'avec des associations citoyennes au cours d'auditions publiques au sein du Parlement. En deuxième lieu, tout au long de la procédure du suivi épidémiologique, le principe de protection de la vie privée s'applique strictement. Nous conservons une approche minimaliste en ce qui concerne la quantité de données collectées et la limite des informations à partager pour chaque personne concernée. Dès la fin de la maladie infectieuse, et bien sûr, toutes les informations personnelles seront supprimées. Troisième point, une grande partie de la population coréenne elle-même apporte son soutien aux mesures du gouvernement. Ainsi, la population coréenne a su, avec sérénité, faire face à la crise, sans panique ni peur, grâce au partage d'informations transparentes et rapidement mises à jour. Le monde entier traverse une période exceptionnelle et urgente. Je voudrais ajouter que les réponses doivent également être exceptionnelles et urgentes. Permettez-moi de parler en coréen. 저는 마지막으로 그 한불 양국이 코로나19 대응을 위해 각 급에서 정보를 교환하는 등 협력하고 있다는 점을 말씀드리고자 합니다. 우선 양국 대통령은 르포 대사가 말씀하셨듯이 지난 3월 13일 통화를 하셨고 양국 간 코로나19 방역을 위해 협력하며 G20 정상회 개최 등 국제사회의 조율을 위해서도 노력하기로 하셨습니다. 두 분의 이니셔티브 하에 2주 뒤 G20 화상 특별 정상회의가 개최되었습니다. 코로나19 확진자 디지털 추적과 관련한 기술적이고 전문적인 사안에 대해서도 협력이 이루어지고 있습니다. 또한 그 백신과 치료제에 관련해서도 양국의 그 파스테르라든가 양국의 그 연구소 그리고 양국의 그 제약회사 간에도 많은 교류가 이루어지고 있습니다. 그리고 이 자리를 빌어서 그 프랑스는 아프리카에 체류하고 있는 우리 국민들이 에어 프랑스 특별 항공편 등을 통해서 파리를 통해서 귀국할 수 있도록 여러모로 협조를 제공하고 있습니다.
저는 양국의 협력이 이번 코로나19와의 전쟁을 종식하는 데 그치지 않고 더 나아가 그 새로운 포스트 코로나19 국제 질서 구축에 있어서 계속되리라 기대합니다. 오늘 이 자리에 참석해 주신 모든 분들께 감사드리고 오늘 화상회의가 양국이 함께 힘을 모아 코로나19를 이겨내기 위한 건설적 의견 교환의 장이 되기를 기원합니다. 감사합니다. Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Nous continuons avec Monsieur Yi Jin, directeur en charge du COVID-19 Smart Management System au ministère de l'Aménagement du Territoire, des Infrastructures et des Transports. 안녕하십니까. 저는 한국정부 국토교통부의 도시경제과장 이익진입니다. 프랑스 주요 정보부처 관계자분들과 국회의원분들, 한불 상공회의소, 프랑스 상공회의소 그 외 많은 분들께 만나 뵙게 되어서 반갑습니다. 당초 안충환 국토도시실장님께서 참석할 예정이었으나 실장님께서 퇴직하시게 돼서 제가 세미나에 참석하게 되었습니다. 양해 부탁드립니다. 코로나19로 전 세계가 어려운 시기인데 프랑스와 한국이 서로의 경험을 공유할 수 있는 자료를 마련해 주신 데 대해서 한불 상공회의소와 프랑스 상공회의소에 감사의 인사를 드립니다. 오늘 저는 국토교통부에서 개발한 코로나19 역학조사 지원 시스템에 대해서 말씀드리고자 합니다. 역학조사 지원 시스템은 코로나19 확진자의 과거 동선, 감염 전파 경로, 우려 지역 파악 등을 전산화해서 신속하게 수행할 수 있는 시스템입니다. 먼저 저희가 준비한 간단한 영상을 보신 후 말씀을 이어나가고자 합니다. 코로나19 역학조사를 위해서는 확진자의 이동 동선 분석과 발병 지역 분석이 필수적입니다. 이번에 스마트시티 기술을 기반으로 개발한 역학조사 지원 시스템은 역학조사에 신속하고 정확하게 많은 도움이 되고 있습니다. 예, 방금 동영상을 보셨습니다. 전염병 확산을 억제하기 위해서는 확진자들의 과거 동선을 파악하고 감염 전파 경로와 대량의 감염이 발생하는 지역을 분석해내는 것이 중요합니다. 종전에는 역학조사관들이 확진자에 대한 면담 조사와 필요한 경우 이들의 휴대폰, 신용카드 사용 정보 등을 통해서 공문을 통해서 경찰청 등 관계기관으로부터 넘겨받아서 이러한 역학조사를 진행하였습니다. 하지만 일일 확진자가 크게 증가하면서 역학조사관들의 업무가 크게 과중되었고 분석에 많은 시간이 소요되었습니다. 국토부는 대량의 도시 데이터를 전산화해서 신속하게 연계 분석하는 스마트 시티 허브 플랫폼을 연구 개발하고 있었는데 지난 2월 연구원 중 한 명이 아이디어를 제시해서 내부 논의를 거쳐서 본 시스템 개발에 착수하게 되었습니다. 3월 초기 모델이
나온 후 질병관리본부와 함께 시범 운영을 통해서 기능을 검증하였고 3월 26일부터 정식 운영을 하게 되었습니다. 본 시스템은 전염병 전파와 관련된 정보들을 취득하고 분석하는 과정을 전산화, 자동화하는 시스템입니다. 주요 기능을 말씀드리자면 먼저 확진자의 휴대폰, 신용카드, 이용 정보를 활용해서 과거의 확진자 이동 동선을 파악합니다. 그리고 확진자들의 이동 동선 데이터들이 모이면 추가적인 분석을 통해서 전염병의 전파 경로를 분석합니다. 그리고 대량 감염이 우려되는 핫스팟, 우려 지역도 분석 가능합니다. 역학조사를 위해서는 경찰청, 신용카드 회사 등 관련 기관으로부터 정보를 전달받아야 합니다. 종전에는 아까 말씀드린 것처럼 공문을 보내고 해당 기관 내부 의사결정을 거쳐서 자료를 받기까지 장시간 소요되었지만 근본에 개발한 시스템을 통해서 이러한 과정이 전산화되고 신속하게 진행될 수 있었습니다. 결과적으로 본 시스템을 활용하면 종전에 하루가량 소요되던 확진자의 데이터 분석이 10여 분 만에 가능하게 됩니다. 또한 다양한 연계 분석들이 가능하게 되면서 감염 전파 경로와 주요 우려들을 정확하게 파악할 수 있게 되었고 이를 통해서 전염병 전파를 억제하는 방역 대책들이 효과적으로 수행될 수 있었습니다. 말씀드렸듯이 역학조사 지원 시스템에는 확진자들의 휴대폰 기지국 통신 기록과 신용카드 사용 내역 두 가지 정보를 활용하게 되는데 이러한 개인정보 활용이 가능하게 된 배경을 잠시 말씀드려야 될 것 같습니다. 한국은 1995년에 개인정보보호법을 제정하였고 개인정보보호를 높은 수준으로 규제하고 있습니다. 특히 2000년대 들어서는 통신 인터넷이 빠르게 보급되면서 통신 보안과 온라인 개인정보에 대해서도 지속적으로 제도가 정비되어 왔습니다. 특히 2015년에는 메르스 사태를 겪으면서 정확한 역학조사의 중요성을 인식하게 되었고 전염병 위기 상황에 한해서 개인정보를 활용할 수 있도록 국회에서 감염병 예방법을 개정하였습니다. 따라서 이에 근거해서 저희는 개인정보를 일부 이용할 수 있게 되었습니다. 다만 개인정보 이용 과정에서는 오남용이 발생하지 않도록 철저하게 시스템을 관리하고 있습니다. 먼저 시스템은 실제 역학조사를 업무를 담당하는 역학조사관만이 접속 가능합니다. 또한 물리적으로 구분된 별도 사설 전용망을 사용하고 로그인도 이중으로 로그인하는 시스템을 적용해서 해킹 등 외부의 침입도 철저하게 제한합니다. 역학조사관이 열람한 정보들은 모두 그 기록이 그 컴퓨터에 시스템에 남기 때문에 역학조사 목적 이외에는 활용되지 않도록 관리될 수 있습니다. 그리고 관계기관에게 정보를 요청하고 해당 기관이 승인하는 절차를 구비하며 이후 정보를 전달받는 과정에서 시스템 내에서 체계적으로 이루어지고 있습니다. 저희가 본 시스템을 단기간 내에 개발할 수 있었던 이유는 그간 국토부에서 개발한 스마트 시티 허브 플랫폼이 있었기 때문입니다. 스마트 시티 허브는 대량의 도시 데이터를 수집 분석할 수 있는 플랫폼입니다. 현재 한국은 4차 산업혁명의 혁신 기술들을 도시 공간에 접목해서 도시 문제를 효과적으로 해결하고 도시민들의 삶의 질을 개선하기 위해서 다양한 스마트 시티 프로젝트들을 추진하고 있습니다. 근본 코로나19와 같은 위기 상황에서 다양한 ICT 기술을 적극적으로 활용해서 또 이러한 신속하고 효과적으로 대응하고자 노력하고 있습니다. 이러한 노하우에 대해서 프랑스, 한국 양국이 서로 공유하는 이런 기회를 가지게 되는 것은 코로나19에 효과적으로 대처하는 데 큰 도움이 될 것 같습니다. 아무쪼록 프랑스와 한국 그리고 그 외 전 세계 많은 나라들이 이번 코로나19의 위기 상황을 슬기롭게 잘 이겨나갈 수 있기를 바랍니다. 이상 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. Merci Monsieur Lee. Donc la prochaine intervention sera en français. On va continuer avec Monsieur Olivier Mauroux.
Nous avons ici un petit problème technique. Donc, on va inverser les interventions. Si vous le voulez bien, on va poursuivre avec l'intervention de M. Olivier Moreau. Merci Cédric. Bonjour à tous. Alors, j'aimerais vous remercier pour votre présence aujourd'hui et en particulier, j'aimerais remercier l'équipe de la Chambre de commerce et de l'industrie franco-coréenne pour l'organisation de cette série de conférences qui donne la possibilité à nos concitoyens français de mieux comprendre la façon dont la Corée a su réagir à cette pandémie. Alors, nous allons parler aujourd'hui de plusieurs sujets concernant la gestion des données par le gouvernement de façon très pragmatique, à savoir le tracking et surtout une présentation complète de l'application de traçage qui permet de faire le suivi des personnes lors de leur quarantaine. Alors, je vois que sur les médias français, qu'il y a de nombreuses discussions sur le sujet et il est pour moi important de bien rentrer dans les détails du fonctionnement de cette plateforme et surtout partagée aujourd'hui en Corée. Encore une fois, je pense qu'il est essentiel de bien comprendre, de bien faire comprendre à la population le type de données récoltées. Alors, avant de vous présenter l'application, je vais revenir sur la plateforme centrale nommée Smart Management System ou encore Epidemic Investigation Support System, EISS. Toute l'information en provenance de diverses sources est mise à disposition du personnel de la KCDC dans ce que l'on appelle une War Room. Donc, cette cellule de crise permet de visualiser l'ensemble des données sur des écrans dans une seule et même pièce. Alors, premier point à retenir, la mise en place d'une telle plateforme en des temps records, moins d'un mois entre la décision et le lancement effectif le 26 mars. Alors, comment est-ce possible? Le MOLIT avait en fait déjà développé ce type d'application pour ses Smart Cities dans le cadre d'un projet national de R&D et ce projet Big Data était donc déjà en place. Deuxième point à retenir, l'objectif de cette plateforme a été d'agréger les données de 26 agences, incluant la police, les sociétés de télécommunications et les banques, afin de faciliter l'accès à l'ensemble des données pour remonter le parcours d'une personne et contacter rapidement les personnes potentiellement contaminées. Troisième point à retenir, nous sommes passés d'un mode manuel où il fallait environ 24 heures de travail pour remonter les informations à un système automatisé qui permet aujourd'hui de récupérer l'ensemble des données de la personne contaminée en seulement 10 minutes. En conclusion, il est très important de bien comprendre que ce traçage est effectué seulement sur un historique de 15 jours. D'accord ? Donc, c'est simplement un historique de 15 jours sur des personnes testées positives ou confirmées à risque. Et ces 15 jours de données seront détruites après utilisation comme défini par la loi. Alors, passons maintenant à la diffusion cellulaire qui est très utilisée en Corée. Alors, en général, pour avertir des pics de pollution ou de risques naturels, notamment lors de la mousson du mois de juillet. Elle permet d'envoyer un message d'urgence à un grand nombre d'utilisateurs. Ce système ne nécessite pas la connaissance du numéro de téléphone de la personne et elle est par exemple de facto déjà compatible RGPD depuis mai 2018 dans l'Union européenne. Alors, dans le cadre du coronavirus, nous recevons chaque jour en moyenne 2 à 10 messages pour nous avertir des cas positifs dans notre zone ou arrondissement. Un lien est souvent associé au message où nous pouvons visualiser les endroits où la personne s'est rendue. Cela permet très rapidement de voir si nous avons croisé la route de cette personne et si nous sommes potentiellement infectés. Les données communiquées sont les suivantes. Alors, on a le numéro du patient, son âge, son sexe, son parcours détaillé, la date et l'heure de passage dans une zone, si la personne portait un masque et sa nationalité. Dans le cas où nous pensons être infectés, le gouvernement coréen a mis en place une application qui permet à la personne de se mettre en auto-quarantaine. Cette application est également obligatoire pour toute personne en provenance de l'étranger depuis le 1er avril. Je vais en fait vous présenter 2 applications qui ont été développées et lancées en un temps record. Une application à destination du public et une application à destination des fonctionnaires en charge du suivi des cas. Elles ont été développées rapidement avec un lancement le 7 mars dernier sur Android et le 14 mars sur iOS. Alors, lors de l'installation, le gouvernement vous demandera une autorisation de collecte des données
à savoir dans un premier temps votre localisation. C'est une fonction que vous voyez souvent d'ailleurs lorsque vous installez certaines applications sur votre téléphone. Ensuite, vous devez sélectionner la langue et donner votre consentement sur le partage des données que l'on va énumérer par la suite. Vous allez devoir rentrer tout d'abord l'identifiant Corona qui permettra de vous identifier auprès de l'officier en charge de votre dossier et compléter vos informations personnelles, à savoir vos noms, sexe, nationalité, numéro de mobile, votre adresse de confinement, avant de passer à la page d'autodiagnostic avec un message d'alerte 2 fois par jour pour vous rappeler que vous devez obligatoirement remplir le formulaire de suivi. Ensuite, vous allez devoir rentrer les données liées à votre état de santé, à savoir si vous avez de la fièvre, avec une prise de température, si vous toussez, si vous avez mal à la gorge ou, pour terminer, si vous avez des problèmes respiratoires. Alors, voici maintenant l'application côté fonctionnaire où il peut monitorer simplement par la réception de messages d'alerte si la personne a bien rempli le questionnaire journalier et surtout si la personne reste bien confinée à son adresse. Si la personne rapporte des problèmes de santé, dans ce cas, un message avertira automatiquement l'officier qui pourra appeler directement la personne pour valider l'information et la renseigner sur le lieu pour effectuer un test proche de son domicile. Il y aura un rappel à l'ordre en cas de déconfinement. Il faut savoir que le gouvernement coréen est très sévère avec les personnes ne respectant pas ce processus. La personne peut recevoir une amende allant jusqu'à 7 500 € et surtout une peine de prison de 1 an. Il y aurait aujourd'hui environ 40 000 personnes utilisant cette application, donc en auto-quarantaine dans le pays. Alors vous allez sans doute me dire qu'il est facile de contourner le système en laissant le téléphone mobile à la maison. C'est vrai. Et le gouvernement a mis en place cette semaine un bracelet électronique pour les personnes ne respectant pas cette quarantaine. Alors, la Corée du Sud a également mis à disposition l'ensemble des datas liées à l'inventaire des stocks de masques disponibles dans le pays, ce afin d'éviter les longues files d'attente que l'on a pu voir les premiers jours de la pandémie. Ces API ouvertes ont aidé les développeurs à lancer des applications qui informent les civils des statuts d'inventaire en temps réel. Dès le 11 mars, une dizaine de portails avaient lancé leurs services gratuits, alors principalement Naver et Kakao, qui couvrent 99% de la population coréenne. On peut donc dire que du jour au lendemain, sans avoir à télécharger une application spécifique, la population coréenne était directement informée de la situation du stock disponible dans chaque pharmacie et magasin offrant des masques. De plus, pour assurer la distribution, 2 masques par semaine peuvent être retirés dans les pharmacies en fonction du dernier chiffre de votre année de naissance. À savoir, par exemple, si mon année de naissance se termine par un 1, je peux me rendre tous les lundis pour acheter mes masques. Si mon année de naissance se termine par un 5, il faut attendre le vendredi. Ce chiffre vient d'être étendu à 3 masques cette semaine et le tarif est d'environ 1,10 € par masque. Fin mars, on comptait plus de 150 applications et sites web différents fournissant des renseignements sur les ventes de masques faciaux. Le nombre de requêtes data liées à la distribution des masques a atteint les 570 millions entre le 11 et le 31 mars, ce qui correspond à environ 10 millions de requêtes par heure. Sachant que le nombre d'habitants en Corée étant de 51 millions, le chiffre est considérable. Alors pour terminer, nous avons vu des initiatives individuelles qui ont joué un rôle important proposant des solutions rapides pour contrer la propagation du virus. Lee Dong-hoon, un étudiant coréen de l'université de Kyung-hee, a par exemple mis à disposition du grand public une carte interactive dès le 30 janvier avec les dernières notifications d'urgence du gouvernement pour prévenir des cas positifs, donc sur son site coronamap.site. Une semaine après, il avait déjà comptabilisé plus de 8 millions de visiteurs. Donc, toutes ces datas sont également mises à disposition par la KCDC. Je vous remercie pour votre attention. Cédric, je te laisse reprendre la parole. Merci beaucoup, Olivier. Nous allons maintenant accueillir M. Park Yong-jun, qui est directeur en charge du Covid-19 Smart Management System à KCDC, l'Agence nationale de contrôle et de prévention des maladies.
안녕하세요. 질병관리본부에서 역학조사 팀장을 맡고 있는 박영준이라고 합니다. 먼저 저희들의 경험을 공유할 수 있는 기회를 주신 한불 상공회의소 의장님께 감사드립니다. 그 밖에 오늘 웨비나에 참석해 주셔서 우리나라의 상황, 경험에 대해서 많은 관심을 보여주신 참석자분들께 감사드리고자 합니다. 질병관리본부는 보건복지부 소속기관입니다. 보건복지부 소속기관으로서 질병, 특히나 만성 질병하고 감염성 질환이 있는데 감염성 질환에 있어서의 예방하고 관리를 총괄 책임하는 정부기관이라고 소개드릴 수 있겠습니다. 코로나19 상황도 마찬가지로 이 질병에 대해서 예방하고 관리하는 것에 총괄적인 기능은 이제 질병관리본부에서 담당하고 있고 실질적으로 전략을 수립하고 그다음에 현황을 파악하고 관리하는 것, 그다음에 현장에서 역학조사를 하는 부분들을 질병관리본부에서 담당을 하고 있습니다. 저는 현장 역학조사관 겸 상황실 본부에서 각 지역에서 일어난 이제 발생 상황에 대해서 분석하고 계획을 수립하는 역할을 겸해서 하고 있습니다. 현장 역학조사관으로서 저희들이 항상 배웠었던 것은 역학조사의 목적이 뭐냐라는 것부터 시작합니다. 역학조사의 목적은 추가 환자 발생을 최소화시키는 것을 최우선의 목적으로 한다라고 배워왔고 그렇게 가르치고 있습니다. 즉 이제 전파를 어떻게 하면 줄일 수 있을 것인지 그 부분에 대한 정보를 얼마나 신속하게 파악하고 그것을 적용할지가 가장 큰 목적이라고 저희들은 생각하고 있습니다. 이 목적 달성을 하기 위해서 두 가지 질문을 가지고 출발을 합니다. 항상 현장 가기 전에. 첫 번째는 이 환자가 어디서 누구에게 감염이 되었을까라는 질문. 두 번째는 이 환자가 어디에서 누구를 감염시켰을까라는 질문. 이 두 가지를 가지고 조사를 시작하게 됩니다. 첫 번째 질문을 저희들은 감염원 조사라고 보통은 이야기를 합니다. 두 번째 질문은 접촉자 조사라고 이야기를 하고요. 이런 조사하는 데 있어서의 필수적인 정보는 감염성 질환에 있어서는 증상 발생일, 그리고 언제, 어디서, 누구를 만났는지에 대한 정보입니다. 곧 환자가 언제 증상이 발생했고 이 사람이 타임, 플레이스, 퍼슨의 측면에 있어서 어디를 돌아다녔는지 이게 파악이 돼야지 감염원 조사하고 접촉자 조사가 원활하게 돼서 이분들을 관리를 함으로써 추가 전파를 최소화시킨다. 이게 저희들이 배우고 있는 또 가르치고 있는 역학조사의 기본입니다. 이 부분에서 현장에 적용하는 데 있어서 필수적으로 요구되는 중요한 요소는 신속성하고 정확성인 것 같습니다. 코로나19 같이 급성 감염병, 잠복기가 짧은 감염병, 신종 감염병 같은 경우에는 특히나 신속성하고 정확성이 핵심적인 요소가 되고 있습니다. 신속성하고 정확성을 위해서 저희들이 조사하는 데 있어서 계속 고군분투하고 있는 부분은 크게 세 가지가 있습니다. 첫 번째는 시간과의 싸움입니다. 신속성을 확보하기 위해서 보통 조사 나가서 24시간 이내에는 동선 파악이 돼야지 관리가 원활하게 되어 가는 것 같습니다. 두 번째는 불확실성과의 싸움이 있습니다. 전통적인 조사 기법만으로는 기억에 의존하다 보니까 이 사람의 감염원, 접촉자 조사하는데 한계가 있었습니다. 신종 감염병 같은 경우에는 이 질병의 특성이 모르는 부분이 많기 때문에 감염력 또는 증상의 불확실성들이 있습니다. 이런 불확실성과의 싸움이 현장에서는 계속되고요. 세 번째는 개인의 자유하고 공공의 이익
에 대한 부분, 윤리적인 부분에 있어서의 현장에서 판단이 필요한 부분들이 있습니다. 이 세 가지 부분의 싸움이 현장에서 계속되는 것 같습니다. 첫 번째 싸움에 있어서 많은 부분을 지원해 주고 있는 것이 국토교통부에서 이번에 개발해 준 역학조사 지원 시스템입니다. 이 지원 시스템을 통해서 신속함과 정확성이 많이 향상되었다라고 말씀드리겠습니다. 두 번째 불확실성과의 싸움에 있어서도 지원 시스템의 역할은 컸다라고 생각하고 실제 그렇게 유용하게 활용을 하고 있습니다. 그 이외에 증상이라는 부분, 전염력이라는 부분에 있어서는 계속 연구가 돼야 될 부분입니다. 많은 도움을 받고 있고 그 부분에 있어서는 이 자리를 빌어서 국토교통부에 다시 한번 감사의 말씀을 드리고자 합니다. 세 번째, 윤리적인 부분에 있어서는 항상 고민하고 신중하고 그다음에 근거 기반으로 접근하기 위해서 노력하고 있습니다. 점검을 하고 있고요. 이러한 부분들이 개발적으로 저희들이 역학조사하면서 접근하는 법, 중요하게 생각하는 거, 항상 고민하는 부분이라고 먼저 말씀을 드리고자 합니다. 다음 슬라이드. 이제 앞으로 말씀드릴 것은 실제 저희들이 역학조사를 함에 있어서 접촉자 조사하는데 어떠한 정보들을 어떻게 활용하는지에 대해서 설명을 드리고자 합니다. 크게 접촉자 조사하는 데 있어서 단계를 구분하자라고 하면 조사 단계, 평가 단계, 접촉자 분류 단계, 그다음에 접촉자 관리 단계 이렇게 나누어질 수 있습니다. 조사 단계는 저희들이 언제 증상이 시작했고 증상 시작한 이후에 어디서 누구를 만났는지를 파악하는 단계입니다. 전통적으로 이러한 조사는 인터뷰 기반으로 실시가 됐습니다. 그러다 보니까 기억의 한계 때문에 불안전성이 더 증가하는 부분들이 있었습니다. 정보의 한계 때문에 리스크 어세스먼트, 위험 평가도 불안전한 부분들이 있었고요. 이것을 보완하는 것이 이제 새롭게 저희들이 역학조사 기법으로 도입한 결국은 이제 정보 자료를 다양한 루트에서 수집해서 한꺼번에 종합적으로 위험도를 평가한다. 이런 개념입니다. 그래서 인터뷰 플러스 리스크 어세스먼트에 새로운 자료원을 추가해서 접촉자 조사 분류에 활용한다. 이게 이제 저희들이 이야기하고 있는 새로운 역학조사 기법의 접근법입니다. 이러한 기법은 2015년도 대한민국에서 머스 아웃브레이크가 크게 생긴 이후에 필요성이 부각이 됐고 그때부터 법적으로 근거를 확보해서 활용되고 있습니다. 추가 정보원의 핵심적인 사항은 휴대폰을 이용한 위치 추적 정보, GPS 정보입니다. 두 번째는 카드 이용 정보, 세 번째는 의료기관 이용 정보가 있습니다. 여기 슬라이드에는 없지만 의료기관, 어느 의료기관에 언제 가서 진료를 받았는지에 대한 정보, 네 번째는 CCTV를 이용한 정보, 그다음에 여기에는 없지만 추가적으로 더 저희들이 활용하는 거, 루틴하게 활용하고 있는 정보는 해외 출입국 내역에 대한 정보까지도 같이 역학조사할 때, 리스크 어세스먼트 할 때 활용을 하고 있습니다. 이런 정보를 바탕으로 해서 이 사람이 전염이 가능한 시기, 전염성이 있는 시기, 즉 증상이 발생하고 난 다음 시기에 특정한 장소에 방문을 해서 누군가를 만났다. 그 만났을 때의 대상자는 비말 전파가 가능한 범위에 있었다. 이런 것들이 파악이 되면 이 사람을 이제 접촉자로 분류를 합니다. 이 과정에 있어서도 이제 환경적 요인, 개인 그 환자의 특성, 개인 보호구 착용 상태 이런 것들이 종합적으로 고려가 돼야 됩니다. 밀폐된 공간에서 장기간 머무른 경우, 기침을 하고 있었던 경우, 마스크를 착용하지 않았던 경우
라고 하면 그 동일 공간에 있었던 사람들이 대부분 크로즈 컨택, 밀접 접촉자로 분류가 되고 그러지 않고 단순히 방문한 경우 마스크를 쓴 상태였다라고 하면 기침을 안 했다라고 하면 방문한 장소는 위험성은 그렇게 높지 않게 됩니다. 그렇게 보고 있습니다. 그래서 캐주얼 컨택으로 저희들이 분류를 하고 있습니다. 이렇게 접촉자 분류가 끝나면 이 사람들을 이제 관리하게 되는 건데요. 크로즈 컨택 같은 경우에는 감염의 우려, 감염의 가능성이 높기 때문에 무브먼트 리스트릭션, 저희 쪽은 이제 자가격리라는 용어를 씁니다. 자가격리하고 증상 유무를 체크를 합니다. 반면에 노출, 감염의 우연성이 높지 않다라고 여겨진 캐주얼 컨택 같은 경우에는 증상이 있을 때 가까운 보건소로 신고해 달라라는 교육으로 이제 관리를 마무리하는 뭐 이런 체계가 기본적인 접촉자 조사 관리의 방향입니다. 그래서 세부적으로 어떤 정보를 어떻게 활용하고 있는지에 대해 기술한 표입니다. 먼저 의무기록, 의료기관 이용에 관한 정보입니다. 기존에는 환자가 진술을 기반으로 해서 언제 어느 의료기관에 갔었는지를 파악하고 역으로 그 의료기관에 가서 메디컬 차트를 조회를 해야 되는 이런 방법이었습니다. 그러다 보면 시간이 많이 걸리고 정확하게 상호 의료기관 명을 기억하지 못하는, 날짜를 기억하지 못하는 것들이 있습니다. 저희들은 이것을 한국의 건강보험 가입자 정보, 그다음에 의료기관이라면 모두 다 가입해서 사용하고 있는 이제 심사평가한 정보 시스템이 있습니다. 그 정보 시스템을 통해서 이 환자의 주민번호를 바탕으로 해서 어느 시점에 어느 기관의 의료기관에 방문했는지 정보가 파악이 가능합니다. 그래서 그런 전산 시스템을 바탕으로 의료기관 방문력이 파악이 되고 그 의료기관의 기록을 바탕으로 해서 언제 증상이 시작됐는지를 좀 더 객관적인 정보를 얻을 수 있습니다. 이러한 접근법은 이 코로나19처럼 증상이 경미하고 비특이적인 이런 질환의 경우 언제 증상이 시작됐는지를 객관적으로 확인하는 데 있어서 유용한 자료원이 됩니다. 의료기관 이용 정보를 확인을 하는데 또 새로운 접촉자 관리 기법에 활용되는 정보원 중에 하나입니다. 다음은 저희들이 휴대폰을 바탕으로 한 GPS 정보를 활용합니다. 이것은 전적으로 개인의 기억의 한계를 굉장히 단시간에 검증해주고 보완해주는 이런 기법입니다. 개인의 주민번호하고 휴대폰 번호를 바탕으로 이동통신사의 기지국에 잡혀있는 전파를 저희들이 요청한 기간 동안의 전파 수신 내역을 저희들이 받아서 그걸 가지고 동선을 새롭게 구성하는 다음에 본인의 진술과 대조해서 확인하는 데 활용하는 정보입니다. 세 번째로 저희들이 많이 사용하고 있는 정보는 카드 이용 내역입니다. 이것도 휴대폰을 이용한 위치 추적 정보랑 유사한 기능을 하고 있습니다. 휴대폰 같은 경우는 현재는 기지국에 잡힌 전파, 수신 내역 정보를 활용하고 있기 때문에 그거 정보의 정확도가 좀 불안정한 거랑 정확도가 좀 줄어든 부분들이 있습니다. 반경 500m 이내, 200m 이내에 거리에 있어서만 파악이 가능하다는 한계가 있습니다. 어느 시점에 어느 다중이용시설을 방문했는지, 어느 식당을 방문했는지에 대한 정보는 카드 이용 내역 정보를 바탕으로 저희들이 체크해서 보완을 하고 있습니다. 다음으로 마지막으로는 이제 소개해드릴 것은 CCTV 정보입니다. CCTV 정보를 바탕으로 이 사람이 어느 장소에서 누구를 만났는지를 특정하기 위한 목적으로 활용하고 있지는 않습니다. 거기에 기록된 영상 정보만으로는 접촉했던 사람들이 누구 있는지를 특정할 수는 없습니다. 다만 이 정보를 저희들이
간혹 확인하는 목적은 증상이 발생한 시기에 방문한 장소의 특성, 밀집도가 얼마나 됐는지, 또는 이 사람이 그 당시에 기침을 했는지, 보호구를 착용했는지를 확인해서 참고하는 목적으로 활용하는 정보입니다. 전체적으로 의료기관 이용 정보도 그렇고 GPS 정보도 그렇고 카드 정보, CCTV 정보 모두 리스크 어세스먼트, 위험도 평가하는 데 도움이 되는 정보입니다. 근데 실질적으로 경험을 해보면 보조적인 정보입니다. 이게 많은 것을 해결해 주지는 보안은 많이 해줘도 접촉자를 자동적으로 분류해 주거나 모든 것들을 다 파악해 주는 것은 아닙니다. 항상 출발하고 그다음에 평가하는 데 있어서는 경험이 있는 역학조사 간의 정성적인 평가가 꼭 동반돼야 될 것 같고, 그 부분에 있어서 큰 것은 환자들의 초기의 인터뷰가 가이드가 되는 것 같습니다. 그 프레임 안에서 추가적으로 획득되는 정보가 얼마나 신뢰할 만한지, 또 보완해 줄 만한지 보조적으로 이렇게 사용되는 것이 현장에서는 가장 도움이 많이 되는 부분이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 이렇게 자료원들을 이용하고 있는데, 기존에는 국토교통부가 스마트 시티 허브를 바탕으로 새로운 시스템을 마련해 주기 전에는 저희들은 이러한 작업들을 매뉴얼로 했습니다. 관련된 정보를 보유하고 있는 기관에 공문을 보내고, 그쪽에서 보유하고 있는 실질적인 기관에 다시 한번 자료 요청을 하고 난 다음에 로우 데이터가 역으로 오는 이런 방식이었습니다. 시간이 많이 걸릴 수밖에 없고요. 이렇게 온 로우 데이터는 다시 한번 가공을 해서 분석을 위한 걸로 변형이 필요한 이러한 여러 단계를 거치고 여러 절차를 거쳐야 되는 건데, 이게 국토교통부의 도움을 바탕으로 해서 저희들은 서포트 시스템을 통해서 요청이 가능하고 승인이 가능하고 자료가 이 시스템 안에 스토리지 저장이 되면서 조회 기능까지도 손쉽게 되는 이런 시스템을 개발해 주셨고, 이 시스템 지금 현재 잘 활용되고 있고, 그래서 신속성에 있어서 월등한 향상이 있었습니다. 자료의 이용, 활용적인 부분에 있어서도 상당히 많은 도움을 받고 있습니다. 신속성뿐만 아니라 또 하나 도움이 많이 되는 것은 비주얼라이제이션 이란 측면이 시각화된 자료로 이 시스템 보여주고 있습니다. 기존 같은 경우는 엑셀 스프레드시트를 바탕으로 해서 저희들이 또는 경험 있는 사람들이 별도의 정리가 필요했었는데, 실제 활용하는 데 있어서 시각화된 매핑 기반으로 시각화된 결과값들을 보여줘서 현장에서 활용하는데 많은 도움을 받고 있습니다. 이상으로 저희는 소개드릴 내용은 이렇습니다. 마지막으로 그냥 소개시켜드릴 것은 지금 질병관리본부장님, 나머지 직원들이 같이 취하고 있는 이 수화는 덕분에라는 것을 의미한다고 합니다. 지금 현재까지 한국에서 코로나 대응을 하면서 이 정도의 발생을 당분간 유지할 수 있었던 것은 전반적으로 의료진 덕분, 그 다음에 국토교통부와 같은 그 밖에 민간 기관에서 적극적인 전폭적인 지원이 있었기 때문에 가능했다라고 질병관리본부에서는 생각하고 감사를 드립니다. 이상입니다. Merci beaucoup, Monsieur Park. Nous allons maintenant poursuivre avec Monsieur Byun Young-gyun, vice-président intelligence artificielle et big data chez l'opérateur de téléphonie mobile KT. 안녕하십니까. KT에서 AI 빅데이터 서비스 담당을 맡고 있는 변영균입니다. 우선 코로나19를 함께 이겨내기 위해서 한불 상공회의소가 주관한 웨비나에 발표자로 초대해 주셔서 진심으로 감사를 드립니다. 사실 이번 달 초에
주한 프랑스 대사이신 필립 네포님과도 저희가 코로나19의 확산을 막기 위한 KT의 기술 사례를 한번 전화상으로 미팅을 진행한 적이 있습니다. KT가 가진 AI 빅데이터 기술 및 ICT를 활용해서 감염병 확산 방지 노력이 여기 오늘 참석하신 많은 분들께 도움이 되기를 바라고요. 지금부터 통신 데이터를 활용한 디지털 트레이싱에 대해서 발표를 시작하겠습니다. 지금 보시는 이 내용은 해외에서 감염병이 발생하고 국내외 여행객의 국내 입국 후에 국내에서 확산되고 확진 후 격리까지 감염병의 발생에서부터 국내 확산까지 전체 과정을 그림으로 좀 표시한 것입니다. 세계화 추세에 따라서 해외에서 발생한 감염병이 자국 내로 유입, 확산되면서 무엇보다 감염병의 해외 발생부터 국내 유입, 그리고 확산을 추적할 수 있는 ICT 플랫폼의 중요성이 높아지고 있습니다. 이러한 감염병의 엔드-투-엔드 전체 프로세스 상에서 KT의 ICT 기술이 어떤 기여를 하는지 좀 설명을 드리고자 합니다. 저희 KT는 통신 데이터를 활용해서 국내 및 해외 동선을 기반으로 감염병의 유입 및 국내 확산을 트레이싱하는 기술적 가능성을 메르스 사태와 그 이후에 과기정통부와 질병관리본부와 함께 확인을 했고, 그리고 이후에 함께 개발을 해서 코로나19 방역 활동에 유용하게 활용하고 있습니다. 저희 KT는 글로벌 에피데믹 프리벤션 플랫폼, 즉 글로벌 감염병 확산 방지 플랫폼을 소개해 드리고자 합니다. 그림 왼쪽에서 보시는 바와 같이 첫 번째로는 해외 감염 지역 방문자가 국내에 입국할 때 감염병을 차단하는 영역, 그리고 그림 오른쪽에 보이시는 바와 같이 국내 확진 발생 후 개인의 과거 동선을 추적해서 추가 확산을 막는 두 가지 영역으로 구성이 되어 있습니다. 왼쪽 영역은 로밍 데이터를 활용한 감염병 차단 서비스로 메르스 사태 이후에 2016년에 구축을 했고, 오른쪽의 영역은 2017년에 구축한 빅데이터를 통한 감염병 확산 대응 지원 체계입니다. 하나씩 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 해외 오염 지역 방문 이력을 트레이싱하는 영역은 크게 세 가지 기능이 있습니다. 첫 번째로는 해외 오염 지역 방문자에게 SMS를 통해서 감염병 위험을 알려주고 귀국 후에도 잠복기 내 증상이 발현했을 때 대처 방안에 대해서 안내를 해줍니다. 두 번째로는 질병관리본부에 이러한 오염국가 방문 이력이 있는 사람들을 관리할 수 있는 기능을 제공하였습니다. 세 번째로는 DUR, Drug Utilization Review라는 의약품 안전 사용 시스템을 활용해서 해외 오염 지역 방문자가 병원 내원 시에 오염국가 방문 이력을 의사가 조회할 수 있는 시스템입니다. 이러한 세 가지 기능을 통해서 해외 감염병이 발생할 경우 최대한 국내 유입을 막을 수 있도록 지원하고 있습니다. 국내 확진자 발생 후에는 해당 확진자의 동선을 통신 데이터를 활용해서 추적하는 영역입니다. 이 그림은 환자의 진술과 통신 데이터의 동선 추적을 비교한 것으로 시간대별로 고객이 이동했다고 이야기한 것과 통신 데이터로 확인한 확진자의 과거 위치 동선 기록이 실제 100% 일치함을 보여주고 있는 사례입니다. 이러한 통신 데이터 기반의 동선 추적 시스템이 매우 중요한 이유는 첫 번째로는 환자가 최근 2주간의 동선을 전혀 기억하지 못한다거나, 두 번째로는 어떤 개인적인 사유로 거짓말을 한다거나, 또는 확진자가 안타깝게도 이미 사망한 경우 등이 발생할 수 있기 때문입니다. KT는 이러한 국내 확진자의 동선 추적 중심의 GEPP, 글로벌 에피데믹 프리벤션 플랫폼의 기능을 좀 확장하고자 합니다. 첫 번째는 왼쪽 하단에 보듯이 해외의 감염병 발생 사실을 사전에 인지하고 준비할 수 있게 해주는 아웃브레이크 모니터링 어세스먼트 영역. 두 번째로는 해외 감염병의 국내 유입 후 병원에 가지 않아도 자가 진단할 수 있는 셀프 다이그노시스 앤 스크리닝 기능,
그리고 세 번째는 국내 확진자 동선 추적 시스템을 자동화해서 동선 확인 소요 시간을 단축할 예정이고요. 네 번째로는 통신 데이터 활용을 통해서 자가격리자를 모니터링하는 방법을 좀 보완하고자 합니다. 또한 마지막으로 수리 통계적인 확산 예측 모델링을 통해서 정부의 정책 효과에 대한 예측 모델과 정책 성과 평가 모델 등의 기능을 통해서 향후 발생 가능한 코로나 바이러스의 세컨 웨이브를 대응하고 또한 새로운 팬데믹을 대비하고자 합니다. 마지막으로 KT의 이러한 AI 빅데이터 기반의 감염병 확산 방지 플랫폼을 통해서 한국의 국가 방역 플랫폼을 더욱더 강화할 예정이고요. 더 나아가서 글로벌 보건 역량 강화에 기여하고자 합니다. 네, 이상으로 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. Merci beaucoup, Monsieur Guyon. Nous allons maintenant continuer avec Monsieur Philippe Lee. Merci Cédric. 안녕하십니까, bonjour à tous. Puisqu'il m'appartient de faire la conclusion en quelque sorte de ce webinaire, je voudrais, au-delà des textes dont on va parler et qui s'appliquent au traçage et à la protection des données et au traitement juridique qui est afférent, je voudrais parler un petit peu aussi d'une certaine manière de l'approche et de la philosophie derrière les textes. On a vu en France, on a vu des personnalités intervenir, différentes prises de position dans les médias sur le traçage en Corée avec des commentaires divers. On a entendu parler de régime liberticide, on a entendu parler d'abdication des libertés publiques. Alors comment ça s'explique en fin de compte? Je crois qu'il faut considérer qu'en France, le sujet des libertés publiques et les référents en matière de libertés publiques, quand les Français pensent et réfléchissent aux libertés publiques, ils pensent à Révolution française, Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, en quelque sorte à des principes séculaires qui ont abouti à une forme de sanctuarisation de la matière, ce qui en somme est tout à fait respectable et légitime, et la France est respectée et reconnue dans le monde entier pour ça. Mais en fin de compte, ça veut dire que toucher à ce socle, c'est hautement problématique. Donc, il faut se mettre dans la peau de Français, je dirais d'une certaine manière, pour considérer que les libertés publiques sont au sommet de la pyramide des valeurs françaises. En Corée, le socle référentiel est très différent. En Corée, on parle de démocratie, l'accession de la démocratie à la démocratie, c'est 1987, donc c'est il y a 33 ans. Résultat d'une lutte longue et douloureuse pour la démocratie contre une dictature militaire qui avait perduré pendant 26 ans. Et je crois que pour les Coréens, les souvenirs de cette lutte sont encore très vivaces, y compris chez différents membres du gouvernement, y compris chez le président actuel. Et je crois qu'il faut dire que, sachant le prix qu'il a fallu payer pour accéder à la démocratie et pour que l'ensemble des citoyens coréens puissent s'exprimer en tant que citoyens et exprimer et accéder et exercer leur liberté publique, je crois qu'il ne viendrait à l'idée de personne aujourd'hui de galvauder les libertés publiques dans ce pays. Et j'en veux pour preuve l'exercice politique qu'on a observé depuis 15 à 20 ans, c'est-à-dire les différentes alternances politiques, les deux procédures de destitution qui ont touché des présidents en exercice, ça c'est récent, et puis aussi les récentes élections législatives, où on a vu les pouvoirs publics adopter une posture extrêmement proactive, au point de faire voter 13 000 personnes qui étaient placées en quarantaine. Voilà, donc je voulais placer quelques éléments de contexte pour remettre les choses en perspective. Maintenant, en ce qui concerne les textes qui s'appliquent au traçage, aux protections des données dans un contexte épidémiologique. Alors, ça a été très bien expliqué par différents intervenants tout à l'heure. Je pense que le point catalyseur, ça a été la crise du MERS en 2015, qui avait causé la mort d'une quarantaine de personnes. Et on était à ce moment-là, finalement, dans une forme de désarroi ici, une forme d'impuissance à identifier les porteurs, à remonter la chaîne et à prévenir les personnes susceptibles d'avoir été infectées.
Alors, on a vu aussi en plus beaucoup de fake news qui ont circulé à l'époque, ce qui a contribué à la désorganisation et au trouble général. Et je pense que pour différents mouvements d'opinion à l'époque, différents mouvements d'opinion ont pris des positions extrêmement offensives sur le sujet, pour inciter les pouvoirs publics à légiférer, pour inciter le législateur à légiférer, parce que je pense que pour ces mouvements d'opinion, il était hors de question d'être à nouveau à la merci d'une épidémie incontrôlable. Donc je crois que ça aussi, ça explique la manière dont les Coréens, à travers la transformation de leur texte, de leur loi, ont pris les choses en main en 2015 et dans les années qui suivaient les années 2015 pour se dire, plus jamais ça, nous ne serons plus jamais fragiles et à la merci d'un virus incontrôlable. Et surtout, nous n'allons pas rester passifs. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre qu'une vague arrive, crée des troubles, fauche des vies, et qu'on soit spectateur finalement de ce fléau. On va se prendre en main et on va transformer les textes, on va adopter des structures administratives, le KCDC l'a bien expliqué, et on va se doter d'un dispositif qui va nous permettre de réagir et d'être proactif par rapport à un fléau et de combattre le fléau. Alors, sur les textes qui s'appliquent, rapidement, le corpus qui s'applique en termes de lutte contre les maladies et contre les situations épidémiologiques. Alors, on a un corpus qui repose sur différentes lois. La loi sur la protection des données personnelles, qui est un petit peu l'équivalent du RGDP européen. La loi sur le contrôle et la prévention des infections et des épidémies, la loi sur les quarantaines, et puis des directives qui ont été issues récemment par le KCDC dans le contexte qui nous préoccupe aujourd'hui. Les grands principes de la loi sur la protection des données, vous avez une protection, on va dire, absolue et extrêmement restrictive des données sur les personnes et sur les citoyens, mais avec un certain nombre d'exceptions qui s'appliquent par rapport à des contextes où on est dans des enjeux de sécurité nationale, également dans des contextes où nous avons des sujets et des menaces qui affectent la santé publique. Alors, le dispositif, au-delà de ces textes dont on parle aujourd'hui, c'est un dispositif qui est extrêmement spécifique, qu'on retrouve finalement pas de manière aussi concrète dans d'autres législations, mais j'ai rappelé tout à l'heure le contexte et les raisons pour lesquelles le législateur a voulu vraiment intervenir et se doter d'une certaine manière d'un arsenal législatif contre les épidémies. C'est un dispositif à deux branches. Le dispositif vise, ça a été expliqué tout à l'heure, à collecter les informations et, le cas échéant, à divulguer les informations lorsque c'est nécessaire. Alors, quand est-ce qu'on peut collecter les informations? Quand est-ce que les pouvoirs publics peuvent collecter les informations? C'est dans des contextes où il faut bloquer, prévenir des maladies infectieuses et la propagation d'infections. Donc, les autorités qui sont en mesure de collecter et de solliciter ces informations, c'est le ministère de la Santé et le directeur général de la KCDC. À qui peuvent-ils s'adresser? À un certain nombre d'entités, personnes publiques, personnes physiques. Vous voyez, sur le transparent, le champ est extrêmement large. Ça couvre aussi bien des agences centrales publiques, ça couvre des présidents de région, ça couvre des institutions publiques, mais également privées, des sociétés et puis des personnes privées. Donc, toutes ces personnes, toute la nation finalement, est susceptible d'être sollicitée dans le cadre de ces prérogatives. Alors, à quoi on fait référence et à quel type d'informations? Les informations dont on parle dans cet article 76.2 de la loi sur la prévention et le contrôle des épidémies, ça concerne des situations où vous avez des risques de maladies infectieuses, de personnes susceptibles d'être infectées, et qu'on a la nécessité de suivre les mouvements, les déplacements de ces personnes dans l'environnement et dans l'espace. Et pour
être en position de prévenir et de bloquer la propagation des infections, le ministère de la Santé peut solliciter la police et demander à la police de fournir des informations qui concernent la localisation, l'endroit où se trouvent les patients. Et pour ce faire, la police peut s'adresser, ça a été expliqué tout à l'heure par Katé, peut s'adresser aux opérateurs télécoms et solliciter les informations auprès des opérateurs télécoms. Alors, les informations qui sont soumises à cette loi et à cet exercice, ça concerne effectivement les noms des personnes, tout ce qui concerne l'identification et ce qui peut permettre l'identification de ces personnes. Alors, vous avez vu, c'est très large, mais il y a quand même des garde-fous. Hein. Il y a des garde-fous dans cette loi. On ne peut pas, les autorités de santé ne peuvent pas demander tout et n'importe quoi, faire remonter des dossiers de manière discrétionnaire. Il faut vraiment être placé dans un contexte spécifique de maladies infectieuses et être dans la nécessité de devoir bloquer la propagation des infections. Les parties concernées sont informées, donc il y a une transparence par rapport aux parties, elles ne sont pas dans le noir. Et puis, il y a une obligation pour les autorités qui collectent ces informations de les détruire sans délai à partir du moment où les tâches ont été remplies et d'informer le ministère de la Santé. Alors, tout à l'heure, je parlais de collecte, je viens d'en parler, mais après, effectivement, il y a la divulgation. Alors, la divulgation des informations, pourquoi c'est important? Ça, c'est l'article 34.2 de la loi sur la prévention et le contrôle des épidémies. Parce que quand une personne est infectée, quand une personne est touchée, elle est susceptible de toucher 5, 10, 100, 500 personnes à partir du moment où elle-même n'est pas forcément consciente de son infection. Et évidemment, vous avez vu, on sait tous maintenant comment se propage un virus. Donc, il faut pouvoir être en mesure d'informer des personnes qui sont en situation potentielle de contact ou de rapprochement avec les personnes touchées par l'épidémie. Et ça, c'est le dispositif de l'article 34.2 de la loi. Donc, le ministère de la Santé a des pouvoirs assez larges pour pouvoir communiquer, divulguer des informations, notamment à travers les réseaux télécoms. Et donc ça, c'est les fameux SMS dont on a beaucoup parlé ici, qui atterrissent sur votre portable. On vous dit à 14h02 aujourd'hui, une personne a été hospitalisée dans l'hôpital de Koyang, il s'est déplacé dans tel endroit, etc. Et alors, les informations ne sont pas divulgables au-delà d'une journée à partir de laquelle la personne a été infectée. Et donc, les informations qui sont l'objet de cet article, c'est effectivement des informations qui concernent les déplacements, mais également l'hospitalisation et puis les moyens qui ont été employés par les déplacements. Est-ce qu'on parle de déplacement en automobile? Est-ce qu'on parle de déplacement dans des trains? Il faut effectivement, et ça a été dit tout à l'heure, il faut effectivement être extrêmement précis lorsqu'on parle de ces informations, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Alors, je terminerai par les restrictions aux informations qui peuvent être fournies. Parce que c'est vrai qu'on a eu des problèmes au début de l'épidémie. On a vu des situations où des informations étaient tellement précises, circulées, qu'on pouvait finalement identifier les personnes et que l'anonymat n'était pas respecté. Alors, la Commission nationale sur les droits de l'homme est intervenue de manière assez vigoureuse pour, on va dire, adresser une forme d'avertissement aux autorités de santé. Elle leur a demandé d'intervenir pour faire en sorte que l'anonymat soit respecté et que les personnes soient finalement complètement exemptes de révélations embarrassantes ou touchant à leur intimité. Donc, par exemple, des informations telles que, évidemment, le nom de la personne, son adresse, son employeur, etc., tout ça, ça ne peut pas être divulgué. Il faut que ça reste anonyme. Et puis, la personne qui est concernée a la possibilité, à tout moment, de former une objection, une opposition devant le ministère, un recours devant le ministère de la Santé, par exemple quand des informations ne sont pas exactes, ou lorsqu'il a un sujet
quel qu'il soit, une opposition par rapport à la divulgation. Et lorsque le ministère de la Santé considère que les oppositions et les objections sont fondées, il doit sans délai prendre des mesures effectivement rectificatives. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Philippi. Je vous propose de poursuivre avec la session de questions-réponses. La première question est pour Monsieur Yi Jin du Molit. C'est la suivante. Donc, le Covid-19 Smart Management System a été mis en place par le Molit sur la base de la plateforme utilisée par les Smart Cities. Pouvez-vous nous dire quel a été le niveau d'implication du ministère dans le développement de ce système? Est-ce que vous l'avez entièrement développé en interne ou bien est-ce que vous avez eu recours à des sous-traitants dans le domaine de l'informatique? 예, 방금 주신 질문에 대해서 답변 드리겠습니다. 국토교통부는 아까 말씀드린 것처럼 종래 저희가 스마트 시티 정책을 일환으로 스마트 시티 데이터 허브를 개발하고 있었고, 이런 것들에 대해서 저희가 코로나 역학조사 시스템을 할 때는 실질적으로는 민간 기업들이 전담을 하게 되었습니다. 그래서 저희가 기존에 데이터 허브 작업을 하던 그 팀들이 있기 때문에 별도의 발주 과정을 거치지 않고 기존에 그 저희 스마트 시티 데이터 허브를 하던 작업팀들이 본 작업에 참여를 하였습니다. 개발에 참여한 기업은 총 8곳으로 데이터 관리 전문 기업, 클라우드 운영, 보안 전문 등 각 분야별 기업 등이 관여되었습니다. 국토부는 이와 관련해서 시스템 개발 외에 예산을 지원한다든지, 그 다음에 질병관리본부 등 관계기관 협의, 그 다음에 그 밖에 홍보 등 그 밖에 행정지원까지 전반적으로 업무를 담당하고 있습니다. Merci beaucoup. Nous avons eu plusieurs questions pour Monsieur Philippe Ly. Donc, dans votre présentation, vous avez fait état d'un régime d'exception pour l'accès aux informations personnelles dans un but de santé publique lorsqu'il s'agit de prévenir la propagation d'une maladie infectieuse. Vous avez également cité au nombre des régimes dérogatoires du droit commun de protection des données personnelles celui prévu en matière de sécurité nationale. Pouvez-vous nous dire si l'étendue des exceptions est équivalente dans les deux régimes en matière de santé publique et de sécurité nationale et si le système mis en place pour le Covid est susceptible d'être exploité pour des motifs de sécurité nationale? Par ailleurs, existe-t-il d'autres régimes dérogatoires en droit coréen de la protection des données personnelles? Alors, sécurité nationale, je crois qu'on a tous compris de quoi il s'agissait. On parle d'agression extérieure. Et ces textes et ce dispositif ont été voulus compte tenu de la situation de la Corée, du passé de la Corée, notamment par rapport à la Corée du Nord. Il faut le dire clairement. On se situe dans des situations effectivement de circonstances exceptionnelles du point de vue potentiel d'intervention militaire et de défense de l'intégrité du territoire coréen. En ce qui concerne le dispositif dont on vient de parler pour le Covid, je pense qu'il n'y a pas de chevauchement possible parce que là, on est vraiment dans un contexte sanitaire de santé publique. Ce sont deux situations qui sont complètement différentes. Alors, il n'y a aucune loi autre que la loi sur le contrôle et la prévention des épidémies qui soit aussi précise dans l'agencement du dispositif et dans la manière dont les choses peuvent fonctionner. Pour le reste, on a recours et on a potentiellement recours à des textes et des situations qui relèvent de la défense nationale, de l'intégrité du territoire, mais on est dans des contextes très différents. Merci beaucoup. La question suivante est pour Monsieur Park Kyung-jun de KCDC. Donc, la Corée est un pays reconnu dans le domaine du numérique, notamment pour avoir été l'un des premiers pays à avoir assuré une couverture complète de son territoire par la 5G et pour son taux d'équipement de téléphonie mobile très élevé. Pensez-vous que ces circonstances ont été indispensables dans la mise en place de ce système? Et plus généralement, pouvez-vous nous dire quelles sont les conditions nécessaires pour réussir la mise en place d'un Smart Management System? 네. 그 높은 스마트폰 보급률이 스마트 시스템을 활용한 역학조사 또 자가격리 대상자 관리하는 데 있어서 필수적인 요인가 됐다라고 생각을 합니다. 그게 없었다라고 하면
스마트폰하고 어플리케이션을 이용해서 자가격리 하는 것을 추적 관리하는데 기존적인 방법, 전화를 이용하는 것, 실질적으로 잘 이행되는지를 확인이 불가능한 부분들이 좀 있었습니다. 역학조사 기법에 있어서는 접촉자를 트래킹하는 데 있어서 스마트폰이 아니라고 하더라도 가능한 부분들이 있긴 한데 있음으로 해서 도움받는 부분들은 있습니다. 두 번째로 코로나19 스마트 역학조사 시스템 성공적으로 실행하게 하였던 필수 요소는 저희 쪽에서 생각하는 것은 첫 번째는 정보 활용에 대한 국민적인 동의가 가장 크다라고 생각합니다. 그를 바탕으로 해서 법적 근거가 마련이 됐었고요. 두 번째는 정보 보유 기관들이 있습니다. 이쪽하고의 유기적인 협력이 두 번째 성공 요인이라고 생각합니다. 세 번째는 실제 활용하는 사람들에 있어서 이것을 어떻게 활용할지라는 부분 참 중요하다라고 생각합니다. 이상입니다. Merci beaucoup. Le temps passe rapidement. Nous allons prendre une dernière question adressée à Monsieur Olivier Mauroux. Alors, Monsieur Mauroux, dans votre présentation, vous présentez les dispositifs numériques mis en place contre le Covid-19 avec des outils faits par l'administration pour l'administration, comme le Smart Management System, des outils faits par l'administration pour la population, comme pour la distribution de masques, et des outils faits par la population pour la population, comme le CoronaMap. Cela montre l'aisance des Coréens à s'approprier rapidement de nouveaux outils numériques. Comment expliquez-vous la vitesse à laquelle l'ensemble de ces plateformes ont été mises en place? Alors, j'aimerais pour donner des éléments de réponse sur cette question. En fait, je pense qu'il faut revenir sur 3 points fondamentaux pour bien comprendre ce qui se passe ici en Corée. Premièrement, c'est un pays qui a massivement investi dans les infrastructures numériques depuis la fin des années 90. D'ailleurs, la Corée a été numéro 1 ITU pendant de très longues années. Deuxièmement, c'est un pays et surtout une population qui a toujours une forte appétence pour les dernières technologies, avec notamment la mise en place de la 5G il y a un peu plus d'1 an et qui compte aujourd'hui déjà plus de 5 millions d'utilisateurs. Troisièmement, et sûrement le plus important, il existe 4 pays dans le monde qui a son propre écosystème de plateformes numériques. Donc, on a les États-Unis avec les GAFA, la Russie avec Yandex, la Chine avec les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, et enfin la Corée du Sud qui a son propre écosystème avec des géants du numérique comme Naver et Kakao. Naver, c'est quand même un groupe qui pèse 25 milliards de dollars et Kakao de 12 milliards et qui couvre en fait l'ensemble de la population coréenne avec de très nombreuses applications et services. Donc, quand le gouvernement doit pousser une information, je peux vous dire que ça va très vite. Il suffit de passer un coup de fil à la PDG de Naver ou au PDG de Kakao pour déclencher la mise en place de canaux d'information directement accessibles à la population. Donc, cette rapidité d'exécution vient de là, mais aussi d'une capacité à être discipliné pour répondre à des crises qui sont quand même nombreuses dans cette partie de l'Asie. Et là, je parle de géopolitique, de pollution, donc de risques naturels et sanitaires, notamment avec le SRAS en 2003 et le MERS en 2015. Merci Olivier et merci à tous pour votre participation assidue à ce webinaire. Je vais peut-être dire quelques mots de conclusion. Ce que je retiens, c'est et c'est vrai, lorsqu'on vit ici, je pense que quelque part, la Corée est remarquable parce qu'il y a beaucoup moins d'appréhension sur les nouvelles technologies que ce qu'on peut voir dans d'autres pays. Et surtout que finalement, historiquement, ces nouvelles technologies font partie de l'amélioration du quotidien des Coréens, de l'amélioration de la vie des Coréens et quelque part, elle est associée au progrès de la société coréenne. Quelque part, la technologie apporte un plus à la Corée et quelque chose de positif à travers toute son histoire. Donc, quelque part, il y a un lien assez fondamental à la technologie. Le deuxième point qui est important, c'est, là encore une fois, le pragmatisme de nos amis coréens lorsqu'ils font face à une situation, et Philippe l'a bien rappelé, on s'outille. On a des outils à disposition, ils sont technologiques, ils peuvent nous aider à passer une crise.
À partir de là, on regarde comment mettre en place un cadre juridique pour faire face à la situation et s'assurer que les problèmes qu'on a pu connaître dans le passé seront maîtrisés de manière sereine lorsqu'ils arriveront. Donc, je pense que cet aspect est très important dans la société coréenne. Pourquoi se priver d'outils? Par contre, on ne le fait pas n'importe comment, on s'organise, on s'outille et on le fait de manière très sereine, je dirais. Et le dernier point qui est très important, c'est que finalement, ces technologies créent une interactivité entre les gens. Et donc, chacun, à travers sa participation ou la lecture des informations qui sont faites, finalement, a la participation de participer d'un mouvement collectif qui fait que, voilà, on se sent tous soudés les uns aux autres pour finalement arriver au but qui est de surmonter la crise. Et donc, plutôt que de voir quelque chose qui touche finalement à des questions individuelles, c'est encore une fois, et on l'avait déjà dit la dernière fois, le collectif qui reprend et on participe tous ensemble à un effort global. Donc voilà, c'est des choses d'ailleurs que je pense tous les intervenants diraient de manière générale sur d'autres sujets. Mais comme on l'a dit souvent, les crises sont des révélateurs. Voilà, donc il est maintenant pour moi temps de conclure. Je voudrais vraiment remercier très chaleureusement tous les présentateurs qui sont tous encore parmi nous, qui ont fait des présentations de grande qualité. Vous tous qui nous avez suivis pendant maintenant plus d'1 heure et demie et vous êtes encore très nombreux. Et bien sûr les équipes de la Chambre qui ont participé à la mise en place technique et à l'organisation de ce webinaire. Nous allons continuer à informer et à travers ces informations entre la France et la Corée, nous l'espérons, créer des réseaux d'amitié et d'entraide qui resteront bien au-delà de cette crise et nous ferons en sorte, nous, Chambre, de maintenir ce lien. Donc, vous pouvez compter sur nous là-dessus. Je rappelle que nous diffuserons sous 48 heures un lien vers un replay, comme on dit, de ce webinaire et que donc vous pourrez le revoir si certaines choses vous avaient échappé. Voilà. Encore merci à tous et je vous dis à très bientôt et en espérant que la situation s'améliorera encore dans de nombreux pays. Merci à tous. Et bonne fin de journée, bonne soirée pour les gens en Corée. Merci, au revoir.